Salam alaikum Azul, bonsoir. Ce régime n'en finit pas de nous claironner qu'il est dans une dynamique pour une Algérie nouvelle, qu'il va organiser des élections législatives sincères et transparentes, qu'il va consacrer la séparation des pouvoirs, qu'il fera tout pour asseoir l'indépendance de la justice, la liberté d'expression et tutti quanti. C'est vraiment prendre les gens pour des demeurés. Ce régime qui tient l'Algérie sous sa coupe ne peut pas s'amender. C'est juste impossible. Parce que ce serait tout simplement mortel pour lui. Pour ce système intrinsèquement, biologiquement, fondamentalement prédateur. Et c'est précisément pour ces raisons qu'il s'arc-boute, qu'il refuse de restituer le pouvoir au peuple. Parce que permettre à ce pays de se démocratiser, de devenir un État de droit, serait signer son propre arrêt de mort. Ce serait comme demander à un poisson de sortir de l'eau. C'est aussi simple que ça. Alors, faisons comme si nous étions les demeurés qu'ils croient que nous sommes et faisons comme si nous y croyions vraiment. Imaginons un vrai scénario de changement vers le meilleur conduit par ce régime. Un processus mené par lui, puisqu'il s'obstine à ne le mener que lui, et seulement lui, et à ne confier cette mission à personne d'autre. Alors, imaginons. Imaginons d'abord que ce système médiocrate et incompétent de fond en comble, de façon systémique et incorrigible, imaginons qu'il puisse réellement définir une feuille de route, la plus simple qui soit. Prendre toute disposition pour que la Constitution, jusque-là juste théorique et très allègrement et très systématiquement violée à chaque tournant, devienne réellement une loi fondamentale, rigoureusement appliquée et que personne ne peut transgresser. Imaginons qu'il fasse en sorte donc qu'elle soit respectée, y compris par lui-même, en attendant la mise en branle d'un processus constituant qui puisse donner au pays une constitution inspirée par une vraie volonté populaire, rédigée par les vrais représentants du peuple et approuvée par lui-même. Alors, est-ce que cela est imaginable venant de ce régime? Franchement, je vous pose la question. Est-ce que cela est imaginable? Mais ma'lech, faisons comme si. Imaginons aussi qu'il puisse doter toutes les institutions des pouvoirs et des prérogatives théoriques qui leur sont dévolus par cette même Constitution, dont, entre autres, la consécration de la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Et imaginons que ce régime puisse vraiment assurer la tenue d'élections générales sincères et transparentes, qu'il puisse confiner le haut commandement de l'armée à ses seules prérogatives républicaines et lui prohiber toute ingérence dans la vie politique du pays, sauf exception dictée par la République. Est-ce que cela est imaginable? Franchement, je vous repose la question. Est-ce que cela est imaginable? Et, Maïlech Sidi, imaginons aussi que cette gérontocratie militaire applique la réglementation en vigueur concernant son propre corps et qu'elle renvoie à leur foyer
tous les généraux qui sont arrivés à l'âge de la retraite. Vous pouvez l'imaginer? Mais posons-nous la question, est-ce que ce régime peut entreprendre une telle démarche? Et nous savons tous que ce sont les chefs de l'armée qui ont la réalité du pouvoir, que ce sont eux qui désignent le président de la République et qui commandent à toutes les institutions, qui ne sont que des institutions de façade vidées de toute substance, et qu'ils désignent ou limogent par ailleurs les principaux responsables qui dirigent ces coquilles vides qu'on appelle institutions. Alors, est-ce qu'il est concevable, lorsqu'on connaît la nature mafieuse et systématiquement prédatrice de cette junte, est-ce qu'il est concevable que ces mêmes prédateurs s'évacuent eux-mêmes de la scène politique, qu'ils se neutralisent eux-mêmes et qu'ils s'évacuent eux-mêmes vers leur caserne? Est-il concevable qu'ils mettent en place un processus constituant qui permettrait l'avènement d'une constitution réellement inspirée de la volonté et des aspirations du peuple? Est-il concevable qu'une telle junte, qui couve des scandales à peine imaginables, puisse de son propre gré permettre à la justice de devenir indépendante et donc de poursuivre ses membres, ses barons, pour de très graves déprédations? Est-il concevable que de son propre gré, elle renonce à cette exorbitante latitude de pouvoir désigner toutes les hautes fonctions de ce pays, y compris les élus, y compris le chef de l'État lui-même? Est-il concevable que ce même système puisse se mettre ainsi en danger de mort, en permettant l'avènement d'une vraie liberté d'expression, d'une vraie liberté de la presse, où il se retrouverait, ce système, ce régime, en première position dans des révélations qui le mettraient à nu? Est-ce concevable? Et c'est dire que ce régime ne peut pas s'amender. Encore moins permettre au peuple de recouvrer sa souveraineté sur son propre destin, sur son propre pays, sur ses propres institutions. C'est juste impossible. C'est un peu comme demander à cette junte et à tous ses alliés naturels et à toutes ses clientèles de restituer le pouvoir, de permettre à la presse de divulguer tous leurs scandales et à la justice de les mettre en prison, de saisir leurs biens. C'est comme demander aux membres de cette junte de se mettre en faillite, de s'exiler, en somme, de se suicider. Et voilà pourquoi ce régime fait tout pour garder la main. Voilà pourquoi il agite les spectres du terrorisme et de la main étrangère. Voilà pourquoi il fait tout ce qui est dans ses moyens pour diviser les Algériens et donc diviser le Hirak. Voilà pourquoi il tente d'organiser des élections législatives pour pouvoir installer ses propres créatures, celles qui représentent pour lui l'assurance qu'il ne sera pas inquiété, qu'il restera le maître des horloges et donc le maître de notre destin. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في المياه عالتغيير معولين اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش
وتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا داير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنوس. Algérie, le Hirak à l'épreuve de la subversion. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec nous Idirun Noren, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Bonsoir M. Benchenouf, merci pour votre invitation et je salue tous celles et ceux qui nous regardent. Merci. Bouchalva Ben Mamar, militant politique et néanmoins analyste politique. Bouchalva, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, bonsoir Idir et bonsoir à tous les invités, bonsoir Chaban. Et Chaban, qui est là pour nous dire un peu ce que certains titres de journaux disent du Hirak. Depuis le Skype, Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Merci Brahim Younsi d'être avec nous par Skype. Merci à vous, merci de m'inviter. Je dis bonsoir d'abord à vous. Merci. Ensuite aux téléspectateurs et puis à mon ami Idir, à mon jeune frère Chaban et à monsieur, rappelez-moi son nom. Bouchalva Ben Mamar. Bouchalva Ben Mamar, que je salue et qui m'excuse. Merci. Alors Chaban, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette presse qui traite du Hirak? Bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs. Eh bien, malheureusement, on ne change pas une équipe qui gagne, peut-être pour elle en tout cas, mais pas pour la presse algérienne et pas pour le peuple algérien. On va revenir bien évidemment sur cette presse, ce que moi j'appelle la presse de Tebboune et ses médias, puisque malheureusement, d'ailleurs, ce sont des journalistes à plaindre. Je ne sais pas comment s'endort et se couchent les rédacteurs en chef de toutes ces presses. Un clin d'œil, donc la presse internationale, notamment française aujourd'hui, va défiler à vos écrans. Un clin d'œil à Khaled Drarni, journaliste qui a été libéré, gracié la semaine dernière. Voilà, la liberté de la presse doit être intouchable. On souhaitait vraiment parler de cette presse encore aujourd'hui. Une presse d'un point de vue général qui revient toujours sur cette démographie qui a changé, la famille, enfin qui a évolué, qui est revenue sur le terrain, qui a repris vraiment le chemin de la rue à manifester. Donc c'est la famille, on a vu des poussettes, des enfants, des grands-parents. Ça veut dire aussi que le peuple, coûte que coûte, il ne change pas. Une presse aussi qui revient avec ces gestes, on en parlait encore hier, ces gestes que Tebboune a effectués, de la libération des détenus, un remaniement, enfin bon, des élections, vous allez en parler, mais le peuple algérien ne rentre pas dans cet échéancier-là. Pour lui, bien évidemment, ce pouvoir et ce régime restent illégitimes. C'est ce dont précisément parle la presse, un peuple qui ne lâche rien. Vous allez en voir quelques-unes. Alors, ce qu'on peut souligner, c'est donc l'absence totale de la presse nationale algérienne, mais la presse régionale française prend part de cette révolution algérienne, notamment le Dauphiné qui dit et qui parle des milliers de manifestants pour ce deuxième anniversaire, l'Alsace, nos amis alsaciens, qui dit retour des étudiants, le Figaro qui a été très présent aussi depuis maintenant quelques jours sur cette révolution, retour des étudiants. On a Le Monde qui revient notamment sur ces camions de police qui ont été malheureusement mis en place pour stopper notamment les manifestations. Mediapart qui parle clairement en disant retour des étudiants dans la rue malgré une forte présence policière. Une presse internationale, notamment française, qui revient sur la répression puisqu'il y a encore eu plusieurs arrestations. Alors, en contrepartie, malheureusement, la presse nationale, notre presse, on aimerait alors
en avoir une autre qui ne parle pas du tout de cette grande journée des étudiants. Les étudiants, c'est la jeunesse, c'est l'avenir du pays. El Nahar qui parle d'une guerre entre, par exemple, les avocats et les juges. El Chourouk qui nous parle du gouvernement. Alors des sujets, vous me direz, importants, bien évidemment, pour la nation ou le chef de l'État et ses équipes. Mais encore une fois, le peuple algérien, ce n'est pas du tout sa préoccupation. C'est surtout de pouvoir vivre librement. El Nassal qui nous parle du filet social. Chab qui nous parle d'une plateforme, d'une Nouvelle Algérie, le slogan de Tebboune par exemple, ou alors El Massa qui nous parle d'une nouvelle économie, qui nous parle de Covid. Et on a cette presse francophone, algérienne francophone, notamment Liberté, El Watan, Le Soir. Pour certains, comme Le Soir n'évoque pas du tout le Hirak et cette belle jeunesse qui était dans la rue encore hier, mais une jeunesse pas que, puisqu'il y avait vraiment la famille algérienne et c'est ça aussi qui fait la force des étudiants. Il n'y avait pas que les étudiants. Enfin, donc avant de conclure, cette presse algérienne francophone qui ne parle malheureusement pas de cette jeunesse qui est l'avenir vraiment du pays. Donc encore malheureusement, sur un tel événement, on imagine en France, par exemple, une grande manifestation et la presse n'en parlerait pas du tout. C'est bien dommage qu'en Algérie, avec tous les talents et les médias que nous avons, tout le monde est pris et menotté quelque part, puisque tout ça, c'est sous l'emprise du régime algérien. Et le plus remarquable est que la presse internationale parle de Hirak. Tout à fait. C'est désormais un nom consacré, générique, une marque déposée. Vous aviez évoqué, vous aviez consacré un édito sur ce mot, le Hirak, vraiment. C'est vrai que maintenant c'est repris dans le monde entier. Voilà, Djamaldine. Merci, Chaban. Alors, mes chers amis, d'abord, sur ces déclarations récurrentes d'un régime qui n'en finit pas de nous parler de l'Algérie nouvelle, des projets de démocratisation, de consécration de la séparation des pouvoirs, d'une liberté de la presse qui ne fait aucun doute, d'une indépendance de la justice qui aussi, selon ce régime, ne fait aucun doute. Alors, ce régime, et je lance la question à vous trois, est-ce que ce régime peut réellement s'amender au point de mettre en place une vraie démocratie qui, donc, le zapperait tout aussitôt? Est-ce que ce régime a vocation ou est-ce qu'il serait assez suicidaire pour mettre en place une démocratie qui pourrait tout aussitôt le neutraliser et l'évacuer? Maintenant, il faut renvoyer ça à une prise de conscience du commandement militaire, parce que le vrai centre, le cœur nodal du pouvoir, c'est le commandement militaire. Et juste pour digresser un petit peu, vous m'excuserez, en fait, tout ce qu'a proposé le commandement militaire depuis feu Gaïd Salah, en revenant à l'ordre institutionnel, rappelez-vous le mandat de M. Ben Salah qui était le deuxième mandat, qui était de 3 mois, je pense, qui était anticonstitutionnel. Ils nous ont proposé que la voie constitutionnelle pour régler le problème. M. Chengriha arrive après, il y a eu les élections du 12-12, les élections du 1er novembre, mais ça acte d'abord l'échec politique du commandement militaire. Il faut que ce soit lui d'abord qui tire les leçons de son échec qui est patent. Parallèlement à ça, vous voyez ce qui s'est passé à Kharata, ce qui s'est passé à Khanchla, que je salue par ailleurs, et à Alger, dans toutes les villes. Il y a eu une déferlante sur au moins 35 à 36 wilayas. Et en plus de la France et du Canada. Oui, je parlais de la diaspora ici, a fait une démonstration de force. À Montréal aussi, ils ont été très présents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, non seulement ils font fausse route, mais ils envisagent pour nous un avenir mortifère, où ils veulent probablement susciter, je dirais, un tel malaise additionnel à la crise sociale, économique, financière, à ce que le Hirak perd sa vertu cardinale qui est la silmiya. C'est-à-dire on aurait à ce moment-là la rupture au consentement de l'autorité. Et ça, il ne faut pas qu'on y arrive. Quand vous dites que le régime qui est militaire, vous le constatez comme nous tous, oui, quand vous dites qu'il devrait se remettre en cause, vous pensez qu'il serait capable de se remettre en cause? Non, moi je dis qu'il doit tirer toutes les conclusions. Il pourrait tirer toutes les conclusions? Je dis à M. Benchelouf, il doit tirer les conclusions. Parce qu'à la limite, en supposant qu'il tienne encore,
Moi, je suis intimement convaincu que le rapport de force, il ne se fera même pas à travers les personnalités, il se fera de manière populaire, parce qu'on l'a dit souvent sur le plateau, c'est une révolution bourgeoise, c'est ni une révolution du prolétariat, c'est une révolution populaire, c'est tout son sens. Et Chaban l'a très bien dit tout à l'heure, il y avait les jeunes mamans avec des poussettes et des grands-mères c'est extraordinaire ce qui nous arrive. Nous retrouvons une communauté de destin, nous recommençons à faire peuple, en espérant que ça augure de très belles espérances. Mais le commandement militaire doit prendre conscience. Et il ne sera pas seul à prendre conscience. Il y a toute une géopolitique à côté, très instable. Parce qu'en fait, elle est très lourde. D'abord, comme dit Boukhalifa, et de deux, ça met en péril la nation. Ajoutez à cela la crise financière, la crise économique, des pans entiers de la société qui tombent dans la précarité. Excusez-moi, vous avez tout le prodrome de la crise. Ça ne fait que commencer. Hein. Oui, évidemment, oui. Donc voilà, moi je pense qu'ils doivent tirer les conclusions. Et moi je dis une chose très simple, j'ai rien à reprocher à titre personnel à M. Tebboune. C'est pas une attaque, comme je dis souvent, à Dominem, mais l'honneur et la dignité lui commandent de démissionner. C'est le meilleur service qu'il puisse rendre au pays. Ce n'est même plus l'état-major, qu'il démissionne. Et qu'ensuite, les pour politiques mettre à nu les vrais... Qu'il démissionne, non pas, alors je vais être un peu plus critique, non pas pour raison médicale, mais qu'il démissionne. Il va acter qu'il n'a pas eu les mains libres, il sortira par la grande porte, ce monsieur. Et ça va mettre à nu les contradictions du commandement militaire, et à ce moment-là, les politiques, ceux qui veulent avoir un destin national, ceux qui veulent se reconnaître dans une Algérie belle, plurielle, ouverte, méditerranéenne, africaine, etc., j'en passe, pourront à ce moment-là négocier. Parce que vous avez posé de très bonnes questions en disant est-ce que le commandement militaire peut s'amender et peut construire. Vous avez parlé de démocratisation. La démocratisation, c'est l'acte de démocratiser. Oui. Ça mettra du temps, mais à ce moment-là, peut-être que l'hypothèse que vous envisagez, que vous avez évoquée, pardon, elle sera peut-être à l'ordre du jour. Et pour abonder un peu dans le même sens, c'est qu'il y a un double paradigme qui est en train de s'imposer de lui-même. C'est que d'un autre côté, donc, la mise entre parenthèses des grandes manifs donc, a permis un processus de maturation, puisqu'il y a eu quand même un débat à dimension multiple qui a traversé les différentes couches sociales, ne serait-ce que voir, même si les journaux ne se sont pas fait les porteurs, les cercles de débat et d'échange sont pratiquement... Voilà, et sur des thématiques profondes. Et la prise de conscience aussi, c'est que depuis une trentaine d'années, il y a une sécularisation à marche forcée dans la société. Nous avons une rupture avec le modèle familial d'il y a 40 ans. Donc en l'espace d'une génération, les familles sont passées de... Même le mode de consommation. Oui, exactement. Et dramatiquement, et les maladies qui vont avec. On a des jeunes de 45-46 ans qui meurent de crise cardiaque en Algérie, ce qui ne s'est jamais vu il y a 40 ans. Donc toutes ces modifications, toutes ces mutations profondes de la société aussi influent. Et ce mouvement-là, qui n'est pas ex nihilo, parce que c'est des lames de fond qui ont travaillé, et contrairement à ce qu'on a voulu faire croire au départ, ne sont pas venus en réponse, en réaction plutôt aux sollicitations négatives du système. Mais c'est qu'à un moment donné, cela découle d'une envie réelle et profonde de liberté. Oui, mais Boukhalifa, ce régime essaye de répondre au Hirak à sa façon en disant « Non, c'est moi qui fais le changement, je ne cède pas la place ». Mais le pire, c'est que quand il nous promet une Algérie nouvelle, une démocratisation, un état de droit, une liberté de la... Tout ça, c'est contre-productif pour lui. Ça le ferait disparaître. Donc il n'a pas vocation à installer un système démocratique, un état de droit, où il ne trouverait pas sa place, forcément. Donc, est-ce qu'il est capable d'aller là où il nous dit qu'il veut aller, une Algérie nouvelle, c'est-à-dire un état de droit? L'une des difficultés qu'on a eues, c'était dans la déconstruction du système. Certaines hypothèses qui sont, ma foi, assez consistantes, nous permettent de nous dire que c'est un État néopatrimonial. Et j'avoue que c'est juste, ça tient un peu. J'ouvre une parenthèse et je la ferme rapidement. Oui. En ce moment, en Afrique du Sud, il y a eu un rapport sur les présumés corruptions du président sortant.
Et il y a un nouveau concept chez eux qu'on appelle le state capture. Ce qui correspond à peu près à la même chose. On a un état, la nature du pouvoir que l'on a, la nature du système. En la déconstruisant, on pourrait éventuellement. C'est vrai que l'ossature reste le pouvoir militaire, le commandement militaire. Tant que les chaînes de commandement ne sont pas rompues, tant mieux pour nous quelque part, tant mieux. Mais tant qu'elles se maintiennent, c'est-à-dire que je te tiens, tu me tiens par la barbichette, mais ce n'est pas tant ça qui est important, parce que quand on sort de ce conglomérat d'officiers supérieurs qui tirent un peu les ficelles, le reste c'est de la population. Le reste appartiennent, excusez-moi l'expression, appartiennent à la plèbe. Ils ne sont pas y compris les alliés naturels du régime, bien sûr, oui. les deuxième, troisième cercles. Alors eux, ils sont dans une autre nature. C'est la nature même de ce système sur laquelle il y a lieu de travailler profondément, intellectuellement parlant. Je pense qu'il faut vraiment le déconstruire. Après, pour revenir à la question que vous avez tout à l'heure sur les capacités de l'armée, du commandement militaire à s'amender, non. Il ne peut s'imaginer que partie prenante d'un processus de transition politique négocié. Et je rejoins Idir là-dessus. Ce qui reste aujourd'hui pour le président Tebboune, c'est de partir. Et je pense que l'histoire pourra, à la limite, lui acter ça. C'est-à-dire que ça reste une façon pour lui de forcer un peu les décideurs réels à aller... Et ça répond à l'ouverture que vous avez souhaitée, mais que vous avez aussi contrariée dans votre édito. Oui, mais est-ce qu'une transition négociée, comme vous le suggérez, peut être acceptable pour des gens qui s'arc-boutent, qui refusent de partir, quitte à plonger le pays dans... J'allais dire dans la guerre civile, puisque, entre autres méthodes qu'ils utilisent, celui de la division n'est pas le moindre. Ce qui a lieu, c'est qu'eux ne constituent pas un bloc monolithique non plus. Eux sont traversés par des contradictions profondes. Et à un moment donné... Des contradictions de prédateurs. Ce ne sont pas des contradictions bien sûr. Idéologiques, ce ne sont pas c'est des règlements de compte. Oui, bien sûr. C'est l'empoignade pour qui dominera l'autre. Mais la réalité du corps de l'armée est une réalité anthropologique. Ils appartiennent à la société. C'est qu'à un moment donné... Peut-être pas le commandement, Mourad. Pas le commandement. Le commandement, ils sont dans une autre planète. Oui, mais le commandement est traversé par des clivages, des règlements de compte. Et par des situations de rente aussi. Voilà. Des situations de rente. Voilà. Et puis à plus ou moins grande échelle. Et c'est vrai qu'après le rapport clientéliste dans la façade civile... Bien sûr, ils ont toujours recruté à tour de bras. Ça n'a jamais été problématique pour eux. Alors, Brahim Younsi, pour faire d'abord un tour de micro, puis nous essayerons d'en parler ensemble. Brahim Younsi, sur cette question de ce régime qui dit vouloir construire une Algérie nouvelle, c'est-à-dire un État de droit, tout simplement, y compris la consécration de la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, donc, la liberté de l'expression, donc celle de la presse, qui toutes se deviendraient illico presto des facteurs mortifères pour la nature même de ce régime. Ça veut dire, autrement dit, que si ce régime va vers ce qu'il promet, ce serait comme s'il s'était pendu, comme s'il serait suicidé lui-même. Est-ce que ce qu'il est en train de promettre est compatible avec sa propre nature, Brahim Younsi? Du tout, pas du tout. D'ailleurs, vous avez posé tellement la question, est-il concevable? Oui. On ne peut rien concevoir avec un tel système, un tel pouvoir. Ce pouvoir nous promet le paradis alors qu'il nous plonge dans l'enfer, il nous mène vers l'enfer et dans l'enfer. Et cela a toujours été le cas depuis quelques années. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Il me semble que la question fondamentale dont il s'agit, et vous l'avez introduite dans votre éditorial, dans votre discours préliminaire, c'est la question de la légalité et de la légitimité. Or, le pouvoir que nous avons
et singulièrement depuis le coup d'État du 11 janvier 1992, il se situe ou il se fabrique une légalité. Et se fabrique une légalité à travers la Constitution. Alors que le peuple et ce pouvoir ont des conceptions différentes de la Constitution, me semble-t-il. Le peuple a une conception normative ou normativiste de la Constitution, alors que le pouvoir, dans le sens de Carl Schmitt, a une conception politique et à la fois juridique. Mais il est dans le politique, et seulement dans le politique. Et il a une conception de l'État qui n'est pas la nôtre non plus. Il n'a pas une conception démocratique de l'État qui tient son autorité de la souveraineté populaire. Il a une conception hégélienne, une conception de l'État-Dieu qui impose tout à la population. Et cette conception de l'État fait que le pouvoir ne cède pas un pouce de son autorité et de ses prérogatives, si j'ose dire. Une autre remarque, me semble-t-il, c'est que depuis le 11 janvier 1992, nous sommes dans une permanence de l'état d'exception. Et nous sommes toujours dans la situation d'exception que nous avons héritée depuis le 11 janvier 1992 et singulièrement depuis le départ, la démission forcée par le peuple d'abord et par l'armée ensuite de l'ancien chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Depuis la démission de Abdelaziz Bouteflika, nous sommes dans une situation d'exception et le système est dans le décisionnisme. Ils ne font que prendre des décisions à notre place et à la place du peuple algérien qui est le souverain et le seul souverain. Mais Brahim Younsi, pour revenir à ce que vous disiez de ce régime qui a une certaine perception de l'État et de la Constitution, est-ce que vous ne le sublimeriez pas d'une certaine façon en l'installant dans cette attitude alors que lui n'a jamais respecté la propre Constitution ni ses dispositions qu'il a lui-même mises en place, qu'il a changé, rechangé et qu'il viole tout le temps, qu'il transgresse tout le temps? Est-ce qu'il a une quelconque vision de l'État alors que c'est une mafiocratie que tous les Algériens connaissent parfaitement, constituée de clans, de clientèles qui sont dans le partage des brisés, des rentes, une politique rentière très codifiée, très étanche, qui relève d'un, comment dirais-je, d'un centre de décision, le distributeur et j'allais dire l'arbitre de la rente. Quelle vision pourrait avoir ce régime d'une quelconque notion de l'État ou de la Constitution? Je me suis certainement mal exprimé. Non, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que je voudrais... oui. Oui, non. Parce que vous me prêtez des choses, de dire que je leur donne le bon Dieu sans confession. Si non, je n'ai pas dit ça du tout, Brahim Younsi. Je vous connais trop bien pour vous prêter une telle intention. Ouais. Non. J'ai parlé d'état d'exception. J'ai parlé de l'état absolu. Vous parlez de Qassam Narjak, j'ai parlé de l'état Dieu, de l'état hégélien. Oui. Il se pose en état Dieu. Il est le Dieu, c'est lui qui décide de la mort et de la vie des gens. Oui. Et cela a toujours été le cas. Mais cet état qu'il nous présente, c'est un état absolutiste. C'est l'absolutisme.
Et j'ai parlé au début de la légalité et de la légitimité. Si la Constitution d'un tel pouvoir n'a de constitution que pour imposer une légalité, pour se donner une légalité, et en se donnant une légalité dont il use, il se donne aussi, par voie de conséquence, la force légale. Et Oui. tout se joue dans la force légale. Quand il emprisonne, quand il arrête, quand il réprime, Ah, ça, c'est quand Weber, il ça. opprime, c'est au nom de cette force légale que lui donnerait, ou la force brutale, comme nous l'avions connu après le 11 janvier 1992 et après la démission de Bouteflika, il se donne la légalité pour détenir la force légale. Et il joue là-dessus. Il ne joue que là-dessus. Alors, nous allons faire un tour de micro pour parler de ça, justement, de ce régime qui se donne toutes les apparences d'un État légal, avec ses institutions, sa constitution, mais qu'en fait, tout le monde le sait, n'est qu'un conglomérat de gérontocrates militaires qui ont la force pour eux, sur laquelle ils ont mis le grappin, et pour mettre fin à cette menace de plus en plus grandissante qu'est le Hirak à leurs yeux, ils font feu de tout bois, ils utilisent tous les moyens, y compris l'agitation des épouvantails, des spectres de la division de la main étrangère, du terrorisme d'un côté, de l'autre d'un ennemi intérieur qui serait d'une certaine façon le mercenaire d'un ennemi, d'un voisin qui nous menace de guerre, ou des subterfuges de ce genre pour essayer de tromper l'opinion publique, qui ne se laisse vraisemblablement plus tromper. Alors, qu'est-ce qu'est en train de faire ce régime contre le Hirak et est-ce que ça marche d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il est en train de réussir sa tactique, ses stratégies? Alors, il est libre d'entrevoir toutes les possibilités pour diviser le Hirak, mais je ne pense pas qu'il y arrive vu le contexte, parce que ce n'est pas une région qui manifeste, c'est l'ensemble du peuple algérien, c'est très important, en masse. C'est des manifestations transgénérationnelles, c'est des manifestations qui regroupent aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que les enfants. Bon, il y a le côté festif de la jeunesse, il y a les étudiants derrière qui sont l'avenir du pays. Je ne pense pas qu'ils puissent manœuvrer. Ils ont plus attaqué la Kabylie de manière récurrente pendant plus de 2 ans, mais avec des tirs groupés, ça n'a pas fait bouger. Donc tout ça, ça ne marchera pas. Mais pour juste revenir à ce que disait Brahim, et c'est important quand il a parlé d'état d'exception, Carl Schmitt, justement, c'est le théoricien de l'état d'exception, c'est le théoricien, il faut le dire, aussi du Troisième Reich, hein, d'Hitler, qui a théorisé, Brahim apportera des précisions tout à l'heure, s'il le souhaite, d'abord et de deux, c'est lui qui était pour l'état d'exception, pour museler la société. Il parlait d'état d'exception, on l'a eu pendant, je crois, une vingtaine d'années, sinon plus, hein. Ils ont trouvé que ce moyen-là. Mais les gens qui pensent, Brahim dit aussi 91, 92, janvier 92, le coup d'État. Il y a eu des coups d'État avant, mon cher Brahim, mais tu le sais bien. Il y a eu d'abord le coup d'État de Tripoli, de 62, contre le GPA. Il y a eu le coup d'État de 65, du colonel Boumediene contre M. Ben Bella, etc., etc. Donc je pense qu'on doit donner, à mon sens, un corpus historique de tout ce qui s'est passé depuis le déclenchement et même durant le mouvement national. Parce que se réapproprier notre conscience politique, notre conscience culturelle, notre conscience anthropologique pour entrer dans... Ça, c'est le gage de la réussite. Personne ne doit être exclu. Et je dis une chose, et on parle souvent avec Brahim, tant qu'on n'aura pas réglé la question de la nation, où tout le monde peut se revendiquer, et après définir un État où tout le monde pourra s'identifier à cet État-là, on aura gagné la partie. Par contre, vous dites, est-ce que le pouvoir va pouvoir, par des méthodes connues, elles sont connues, d'instrumentalisation, de déstabilisation des partis politiques, moi je ne pense pas. Honnêtement, je ne le pense pas. Il y aura peut-être d'autres partis politiques qui vont rejoindre l'alliance présidentielle. Mais il n'y a pas que ça, Edir. Oui, non, je dis ça pour les partis politiques. Oui, disons les familles politiques, parce qu'ils ont besoin de familles politiques, d'accord ?
quand vous prenez un parti comme le FFS, c'est quand même dramatique, je veux dire. C'est pas pour revenir là-dessus, vous en avez parlé tant et tant, mais c'est inadmissible, je veux dire. Et en plus, le pouvoir... D'un autre côté, c'est très, très opportun, puisque ça fait bouger toute la base militante. Ah oui, tout à fait. On en avait parlé, Donc, on s'est dit la réaction ça a été militante porteur d'une c'était certaine une manière. réaction très saine. Mais le pouvoir choisit ses alliés. Ce n'est pas le FFS qui a choisi. C'est qu'il y a dû avoir une négociation. Autour de quoi Là, les militants du FFS devraient exiger, au bas mot, de la transparence. Le pourquoi. Mais là, on va le savoir très vite. Mais quand vous dites... pour moi, ils n'arriveront pas à... Mais aidez, je vais vous donner un exemple tout simple. Oui, oui. De ces stratégies, de ces tactiques chafouines qui sont de la véritable subversion. Cette fois-ci, ils ont décidé de quelque chose. Ils ont décidé de laisser la Kabylie marcher, manifester, faire tout ce qu'elle veut. Et empêcher tout le reste du pays de manifester. Et moi, j'ai eu vent de cette tactique 4 semaines avant le Hirak. Ils avaient envoyé des gens, surtout à l'est et à l'ouest, pour manipuler les gros barons du trabendisme. Je m'en souviens. Voilà, vous en avez parlé même des gens de Tébessa. Par exemple, Tébessa, Eloued, Sogaras, c'est 30 000 familles qui vivent du trabendisme. Vous imaginez un peu l'armée, cette armée qu'ils veulent donc c'est 250 000 personnes. Voilà. Alors, ils ont dit, nous ne voulons pas de Hirak dans vos régions, sinon vous ne travaillez plus. Et dans le même temps, ils ont donné le feu vert pour ne pas empêcher les marches en Kabylie. J'en veux pour preuve, à Kharrata, aucun manifestant qui s'est rendu à Kharrata n'a été empêché d'y accéder. Oui, aucun. Y compris ceux qui sont allés à pied. Alors qu'à Khenchela, par exemple, ils ont mis la ville sous état de siège. D'accord. Sous état de siège. Les gens qui venaient de Qais à 20 km n'ont pas pu accéder. Les rares qui ont pu y accéder ont dû passer par la montagne de Hammam Salehin, faire le tour de Khenchela par les montagnes pour pouvoir y entrer. Donc, c'est réellement diviser le peuple algérien, faire en sorte de désigner ce Hirak comme étant un mouvement régional, régionaliste, séparatiste, et je passe. Alors, ils n'ont pas réussi cette fois-ci. Mais cette intention de vouloir aller à ce genre de manipulation risque de dégénérer très gravement. Oui, tout à fait. Juste une petite phrase. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils sont dans le rôle de faire ce type de provocation. À ce point ? Oui, ils sont dans le rôle parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Moi, je trouve que le Hirak, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une impression, ça renvoie à rien, à ce que je vais dire, mais je le sens un peu plus mature. Il est en train de passer à une phase adulte, quelque part. Oui. Et ça, c'est très important. Au-delà des personnalités politiques, je pense que finalement, cette révolution populaire va sécréter elle-même ses leaders, et ça prendra peut-être un peu plus de temps. Et juste pour votre question, qui pour moi est fondamentale, c'est est-ce que le système, le cœur nodal, le commandement militaire, va-t-il prendre conscience qu'il est obligé de discuter avec le peuple, discuter ou négocier? Je ne crois pas à la solution de non-négociation. Je le dis parce que les gens qui ne voudraient pas, en supposant que le commandement militaire fasse sa mutation et entende la souffrance du peuple, la souffrance des jeunes, le désir de liberté, d'émancipation, etc., s'ils les entendent, c'est très bien. Parce que s'ils ne les entendent pas, qu'est-ce qui va se passer? La façade qui devait amortir le commandement militaire, donc cette nouvelle alliance qui se dessine, elle va se fractionner parce qu'ils ne pourront pas tenir. Je parle de Dil Jahil, du FFS et de M. Benguelina, de son petit parti, micro-parti. Ils ne pourront pas tenir par rapport à la poussée de la population. Et si on leur enlève la dimension sécuritaire, tampon politique du pouvoir, c'est l'affrontement entre l'armée et le peuple. Et ça, il ne faut pas y arriver, me semble-t-il. Oui. Parce que passer d'un stade de revendication, c'est très bien, passe à une stratégie maintenant de concertation et d'élaboration d'une transition sur un socle de valeurs que tout le monde peut, où tout le monde peut se retrouver, c'est une chose. Et appeler ensuite à ce que le commandement militaire, s'ils ont l'extrême intelligence de faire leur propre mutation, et ce sera une mutation aussi, je m'avance, elle sera générationnelle. Mais ce scénario que vous dessinez, encore faudrait-il que l'état-major puisse être sûr d'une armée qu'il craint plus que tout. Pour certains, il n'est pas prêt de donner la troupe en cas de problème parce qu'il craint qu'elle ne se retourne contre lui. C'est une très bonne question. J'ose espérer que toutes les conditions qui permettront
à l'armée de dire on ne peut plus gouverner comme ça, nous ne pouvons plus, nous allons maintenant nous retirer. Pour preuve, je vais vous dire une chose, et je suis désolé de prendre encore 30 secondes, quand M. Macron a évoqué dans sa conférence de presse que le Royaume du Maroc et l'Algérie étaient partie prenante du processus, etc., vous avez vu le président Tebboune? Oui, vous avez vu le président Tebboune? Non, on l'a mutilé. C'est l'armée qui lui a répondu. C'est incroyable. Oui, mais ça prouve un dysfonctionnement de l'État. Absolument. Au-delà de la forme dont vous avez soulevé. Il y a eu un communiqué de la Défense nationale. Tout à fait. Et non pas de la présidence de la République. Vous savez ce que c'est ça? C'est tout simplement, on en a parlé une bonne dizaine de fois ici, c'est l'article 30, alinéa 4. Oui, où elle peut se mêler de n'importe quoi, tout faire à fait. n'importe Voilà, quoi. excuse-moi si j'étais long, Boukhalfa. Non, mais juste un peu pour aller dans ce sens-là, la variable d'ajustement politique qu'a été la Kabylie depuis des lustres maintenant a pu marcher à un moment donné, mais elle ne peut plus fonctionner. Elle ne peut plus fonctionner parce que la tache d'huile, elle est faite. La tache d'huile, elle est faite. Et c'est pour revenir, ce n'est pas un phénomène qui est sporadique, qu'on peut d'un coup de manipulation de bas étage des services, comme ça lui couper l'herbe sous les pieds. Ce n'est plus du domaine du possible. Et puis aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions. Là où le mouvement révolutionnaire, il gagne en maturité, il gagne en maturité, c'est que tous les sujets, peu ou prou, sont en train d'être mis sur la table. Ils sont en train d'être mis sur la table. On parle pratiquement de tout ce qui a été éludé. Et puis il y a deux visions qui, je ne vais pas dire qui s'affrontent. Je veux dire, il y a une vision peut-être projet, tu veux dire? Pas forcément de projet, mais déjà même de se reconnaître en tant qu'Algérien, de pouvoir discuter entre Algériens. C'est-à-dire, c'est ces perspectives d'échange qui sont inclusives et exclusives, qui ne s'opposent pas dans le fond, qui chacune, dans un premier temps, vont fonctionner comme des chapelles avec des gourous. Donc chaque gourou va faire sa... Quand vous dites, on parle de tout ce qui jusque-là a toujours été éludé, par exemple. C'est-à-dire le problème de la nation. On ne peut pas aujourd'hui faire abstraction du poids pesant de la définition de l'Algérie qui est faite au travers de la Constitution. On a une Constitution qui confessionnalise l'État et qui ethnicise le pays. Qui dit la terre. Voilà, la terre. Ce qui est quand même une aberration aujourd'hui. Ça a fonctionné à un certain moment parce que à l'indépendance, ça a été voulu idéologique, c'est la glorification des constantes propres à l'unité nationale de l'époque. Au détriment parce qu'il fallait s'inscrire dans une perspective qui n'est pas celle de l'Algérie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le carcan dans lequel on a enfermé, je ne parle même pas du carcan, je parle du carcan idéologique dans lequel les Algériens se sont libérés. Ils veulent reprendre la main et définir les contours de sont libérés, est-ce que ce n'est pas trop dire? Ça commence par quelque chose. Il y a toujours un début. C'est un balbutiement, peut-être. Il y a un début à tout. Alors, vous imaginez, il y a 30 ans de ça, il y a 20 ans de ça, vous allez parler, par exemple, de la place que devrait occuper la femme dans la société, et son corollaire, la place de la religion dans la société. Vous allez tout de suite avoir 150 000 fléchettes vous taxant d'hérétiques et de je ne sais quoi, alors qu'aujourd'hui, des gens en parlent. Et on n'en parle pas que dans le centre, à Alger ou en Kabylie. On parle en Oranie, on parle du côté d'Annaba. Il y a des gens qui portent cette vision, qui posent ce problème, qui disent oui, ça pose un problème. Voilà, exactement. Oui, mais ces tentatives du régime si ce n'est de freiner ou de faire exploser le Hirak, du moins de le diviser. Ces tentatives très sournoises, très, très dangereuses pour la nation, pour l'unité du peuple. Est-ce que ça ne risque pas, à échéance plus ou moins brève, de provoquer des effets pervers que plus personne ne pourra contrôler? Alors, les ruptures générationnelles qui sont en train de s'opérer dans la société ne laissent pas l'armée en tant que corps à part de marbre. Il y a des ruptures générationnelles de toute façon dans ces institutions qui vont se produire. Y compris dans l'armée? Ou d'une façon ou d'une autre. Ils ne sont pas à l'abri
Il y a aujourd'hui, alors si on a les grabataires qui ont 80 ans avec des grades qui ont été inventés pour la circonstance, créés même pour la circonstance, mais vous avez aujourd'hui, moi j'ai la cinquantaine, donc moi j'ai des amis qui sont dans cette institution, avec qui j'échange régulièrement. Ils disent ça ne peut pas continuer, structurellement ça ne peut pas continuer. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui bougent, il y a des lignes qui bougent. Il y a des lignes qui bougent. Donc, dans la société... Pourquoi elles bougent, les lignes? À cause de l'assèchement de la rente? Ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Non. La rente, à un certain niveau, elle est importante parce que c'est ce qui cristallise les alliances. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui... Mais c'est très important, Bouhelva, puisque une partie très importante, pour ne pas dire la plus importante de la distribution de la rente, va aux centres les plus au sommet de l'armée. C'est connu. L'armée à elle seule a presque, j'allais dire, la moitié du budget total de la nation. J'aurais la faiblesse... Avec les autres services de sécurité. Oui, j'aurais la faiblesse et la naïveté de croire que dans ces institutions, il y a des Algériens qui sont profondément intègres, qui ont une conception des missions qui sont les leurs et qui sont quand même, qui voient quand même que c'est des institutions qui sont dévoyées. Oui. Et comme j'ai eu la faiblesse et la naïveté de croire que l'Algérie, si elle fonctionne encore, c'est qu'il y a des intégrités, des honnêtetés un peu partout qui ont maintenu des digues où ça n'est pas parti, parce que ça aurait été voilà. Mais jusque-là, l'armée a toujours consommé des budgets absolument faramineux qui ne justifient même pas, que personne n'a le droit de contrôler, ça, c'est juste que personne n'a le droit d'aller visiter, d'inspecter. Ils font ce qu'ils veulent. Avec ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils achètent. On ne sait pas si ce qu'ils achètent est entretenu normalement et qu'il peut servir demain en cas de besoin. On ne sait rien. On ne sait rien. C'est entre eux. Jamaldine, quand vous allez aux États-Unis, oui, inverser juste les rapports de force. C'est la clarté. C'est juste le contrôle qui est établi par le Congrès sur les... Absolument. Mais l'armée... Le budget est voté avant. Oui. Mais il est véritablement voté. C'est pas... Oui, bien sûr. Mais ça reste paradoxalement le plus gros budget. Oui, mais ça n'a rien à voir. Le parallélisme ne peut pas être fait de cette façon. On n'est pas à la même échelle. Ce ne sont pas les mêmes paradigmes, ce n'est pas la même. Mais ça n'empêche pas que ce conglomérat qui est lié au milieu des affaires par des ponts qui sont établis, parce qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous présenter, que ce soit devant la presse ou devant l'opinion publique, sans vous déclarer lobbyiste en faveur d'eux. Mais s'il y a un quelconque conflit d'intérêts. Non, en France, non. Mais à l'Assemblée nationale, pas pour des lobbies d'armée, pour des lobbies classiques. Voilà. Oui, mais tout est transparent d'abord, et puis ce n'est pas une question d'intérêt personnel de certains clans. C'est dans l'armée algérienne, ce sont des clans qui s'approprient des brisés, qui s'approprient des chasses gardées, avec des taux, une distribution de la rente, une distribution des commissions. Ils ont des clés de répartition. Ce n'est pas le cas des Américains, ce n'est pas le cas des Français, des Allemands. À un moment dans ce genre d'institution, il y a des gens aujourd'hui qui ont pleinement conscience que la situation, si politiquement on n'est pas débloqué, donc on va droit au mur et à la confrontation. À plus forte raison que la rente maintenant, ça sèche, que dans un an, ils ne pourront plus se permettre de maintenir les mêmes taux de dépenses et donc d'arrosage des cercles concentriques du haut commandement et que donc leur clientèle pourrait se retourner contre eux à ce moment-là. Mais juste pour revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure, dans un premier temps, le système essaiera de domestiquer le mouvement révolutionnaire, il va essayer. Oui. Donc il va essayer jusqu'au bout. Donc c'est une stratégie qu'il va adopter. Il va tenter de le déstabiliser avec un peu moins de visibilité, mais en profondeur. C'est ce qu'il fait. La contre-révolution, elle est en marche. C'est un fait. Donc nous, on le vit un peu chaque dimanche. Il y a des choses. Et puis dans nos échanges, on sent quand même qu'en sous-marin, les tentatives... On va en parler. On va en parler parce que nous ne pouvons pas ne pas le faire. Et puis les ruptures, surtout dans ces... Il ne faut pas oublier, c'est que malgré tout, cette institution qu'est l'armée,
à différents niveaux, est de plus en plus sollicitée. Elle est de plus en plus sollicitée. Par qui? C'est la circonstance qui la sollicite. À un moment D'accord. donné, ils étaient à l'abri parce qu'ils avaient une façade civile. Oui. Donc Là, ils ne l'ont plus. Ils vont être... Elle est en train de se reconstruire. Ah, bah, avec Voilà. l'article 30, c'est une reconversion. Voilà, et comme elle est de plus en plus sollicitée, Elle est protégée par la loi. Oui, oui. donc après, quid de cette sollicitation? Qu'est-ce que ça peut induire après? Parce que c'est une mise sous tension, de toute façon. Brahim Younsi, sur cette question, sinon, si vous souhaitez faire un commentaire. C'est décousu pour moi, mais parce qu'il y a tous les thèmes sont soulevés. Je ne sais pas par quel bout tenir la chose. Moi, j'aimerais vous suggérer une question. Après, vous irez où vous voudrez. Viens vers nous, Brahim. Voilà. Non, bien, le débat est riche. Le débat est riche. Oui, mais en ce moment, le régime fait feu de tout bois pour casser le Hirak et il ne se refuse aucun moyen, aucune méthode, y compris celle qui pourrait gravement dégénérer, notamment celle de la division du peuple algérien, d'essayer d'isoler le Hirak à la seule Kabylie pour pouvoir le stigmatiser en tant que mouvement séparatiste et j'en passe. J'aimerais bien que vous commenciez par là, sinon Oui, à vous de ça voir. c'est des tactiques connues. Mais si vous me permettez, pour rentrer dans le débat qui est le vôtre, qui était le vôtre à l'instant, Oui, parce que beaucoup de sujets ont été soulevés, oui, y compris des sujets de l'après-demain. Ce n'est pas des sujets d'aujourd'hui, c'est des sujets de l'après-demain, c'est-à-dire la question de la religion, par exemple, qu'on a posée comme critère identifiant. La question de la religion, par exemple, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, y compris des États-Unis, sur l'armée notamment, c'est que dans la plupart des pays qui sécularisés, laïcisés, sont en train de revoir la radicalité avec laquelle, pour certains d'entre eux, ont utilisé la laïcité ou la sécularisation. On parle de plus en plus dans tous les pays sécularisés et laïcisés de post-sécularité ou de post-laïcité. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, sur la question de la post-sécularité. Et à Bermas, on parle beaucoup toutes ces dernières années sur la question de la sécularité. Bien sûr, lui présuppose que pour passer à la post-sécularité, il faut d'abord passer par la sécularité. C'est un peu comme chez nous sur la question de l'industrie. Alors que nous pouvions et nous pouvons faire l'économie de l'industrie, et cela est possible, et nous passons à la post-industrialité, nous nous sommes lancés dans l'industrialisation. C'est exactement la même chose. Au lieu de passer par la sécularité, pour après passer par la post-sécularité, parce que les choses nous reviennent à nous 30 ans ou 40 ans après, il faudrait que les intellectuels, ceux qui maîtrisent ces questions-là, et non pas faire seulement une question de politique, parce que c'est une question qui intéresse et qui touche toute la société algérienne. Sur ce qui s'est passé ces derniers jours avec la révolution, plus la révolution avance et plus le peuple avance dans sa révolution, me semble-t-il, plus il rejoint ce que les Allemands appellent la Willensnation. Cela veut dire, c'est-à-dire la nation par volonté. C'est sortir de la nation comme nous l'avions, ou l'avaient certains théorisé, notamment en Allemagne d'ailleurs, parce qu'elle reposait sur la langue et la religion. Aujourd'hui, il y a la nation qui se construit par la volonté, c'est cette Willensnation allemande. Et puis, cette révolution, me semble-t-il, il y a, si j'ose dire, une évolution dans la révolution. Et cette évolution dans la révolution me semble irréversible, parce que toute évolution est irréversible. Donc il y a une évolution
de la Révolution. Elle est où cette évolution, me semble-t-il? Je ne suis qu'un observateur et j'observe de loin. Il me semble que le peuple algérien, à l'échelle de la nation, et je parle de nation, parce que c'est la nation qui bouge, a fait quelque part son Bad Godesberg. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que toute la population et les populations, passez-moi le mot, qui s'opposaient les unes aux autres, y compris sur la question religieuse, ont fait leur Bad Godesberg, c'est-à-dire qu'elles ont renoncé à quelque chose pour faire le tout. Et si vous me permettez, je reviens à l'État, parce qu'il me semble que la question fondamentale, et c'est celle-là que vous posiez, c'est celle de l'État, de la loi. Mon ami Ider a parlé de la loi. Et la loi, c'est la légalité. Revenir à la légalité et à la légitimité. Or, le pouvoir veut nous faire passer sa légalité ou la Constitution avec laquelle il fonde une légalité et qu'il réduit la Constitution à une doctrine de pouvoir. Tout tourne autour de cette doctrine de pouvoir. Donc, il se donne tous les moyens légaux pour rester et avoir une doctrine de son propre pouvoir. L'État qu'il nous propose, c'est un État total, c'est un État unité où tout pluralisme doit être évacué. Et c'est ce qui est en train de se produire, me semble-t-il. Il me semble que c'est la question fondamentale et ce que, par son génie propre, le peuple algérien a compris, parce qu'il a compris que cet État total veut absolument évacuer toute opposition, et on le voit dans les convocations qu'il a lancées aux partis politiques qui ont conféré il y a quelques jours avec lui. C'est évacuer toute idée de pluralité. Et aujourd'hui, il essaye de refaire une sorte d'unité, je mets beaucoup de guillemets, parce que l'État, il le pense comme un État comme un État unité. C'est, me semble-t-il, la chose la plus importante, en tout cas à mes yeux, à relever. Parce que ce pouvoir essaye de refaire ce qu'il considère comme l'unité, mais l'unité autour de lui. Et c'est ça les concessions dont vous parliez. Hein. Ça veut dire pas de concessions, pas de négociations, pas de dialogue. Et il voudrait que cette révolution, bien sûr, il se l'approprie d'ailleurs, pour certains États étrangers, c'est le pouvoir qui fait sa propre mue, qui est en train de faire sa propre révolution par le peuple interposé. Alors, je vous demanderai de faire des interventions un peu plus synthétiques pour pouvoir faire des tours du micro un peu plus dynamiques. Sinon, je vais vous lire quelques commentaires sur l'annonce de l'émission. Alors, Nourdine à toutes, vraiment déçu que vous utilisez les mêmes pratiques du pouvoir pour votre revue de presse. Vous déclarez que la presse algérienne francophone n'a pas parlé du Hirak, alors que Liberté et Al-Watan l'ont fait à leur une. Je crois, si je ne m'abuse, qu'on a montré les unes d'Al-Watan et de Liberté. Et il dit, le même monsieur, vous bloquez les commentaires qui ne conviennent pas, doublement déçu, vous n'avez rien bloqué du tout. Fatih Amsaoudi, Azoul, monsieur Ben Chenouf, Daoula Madaniya, monsieur Askaria, etc., d'autres. Alors, j'aimerais que nous parlions du Hirak. Est-ce que le Hirak va reprendre comme il a repris comme il a pris la première fois, durant plus d'une année, des marches chaque vendredi, chaque mardi, avec des slogans toujours les mêmes, Madaniya Mchi Askaria, ou alors est-ce que le Hirak va entrer dans une autre phase de manifestation et d'expression? Si oui, laquelle? De quelle manière il va s'exprimer? Est-ce qu'il va se doter d'une feuille de route? Est-ce qu'il va se doter de représentants ou de leaders? Et est-ce qu'il va pouvoir maintenir sa cohésion face à ces opérations de subversion du régime, de contre-révolution qui font feu de tout bois? Et je n'exagère pas du tout, vous en savez vous-même quelque chose. Je vous laisse en discuter entre vous. J'aimerais que vous fassiez des tours de micro assez rapides, s'il vous plaît. Oui.
ce qui serait souhaitable pour les animateurs, pour les groupes du Hirak, pour toutes les initiatives qui sont lancées par des universitaires, par des collectifs de jeunes, des collectifs d'avocats, il faut qu'ils arrivent à converger à un moment ou à un autre. Et il me semble que vu l'état actuel du Hirak, au-delà de sa puissance, au-delà de sa détermination, de sa ténacité, de toutes ces belles choses qui le caractérisent, devrait, à mon sens, se libérer des problématiques que lui pose le dominant. Parce qu'il est dominé. Il a l'agenda. Brahim parlait tout à l'heure de la force légitime de répression de Weber, Brahim, etc., etc. À ce moment-là, on a une espèce d'échéance qui va arriver, c'est les élections législatives. Si, dans l'absolu, des jeunes partout dans les communes commencent à tracter, commencent à dire pas d'élections législatives, mais de manière pacifique. Hein. C'est un exemple que je donne. Ça surgit dans mon esprit, je le livre tel que je ne l'ai pas théorisé, je veux dire. Oui. Ce qui veut dire que le peuple, il faut qu'il s'émancipe de ce que lui demande le dominant. Qu'il sorte de l'agenda fixé par... C'est exactement ça. Oui. À partir de ce moment-là, c'est obligé, c'est les collectifs d'étudiants, on arrivera en été, pour les législatives, je pense, elles peuvent se tenir fin juin, donc les examens universitaires, j'espère. Mais tracter avant, tracter même un mois avant, un mois et demi avant, faire des petites agoras dans les petites communes, dans les petits villages, en disant voilà ce que nous proposons, on ne fait pas. Et à ce moment-là, peut-être que par ce type d'initiative, c'est pas la seule évidemment, on pourrait éventuellement cristalliser une manière de fonctionner. Mais est-ce que le refus à lui seul va pouvoir servir d'alternative? Est-ce que le refus de tout ce que propose le régime en soi va pouvoir construire quelque chose? Moi, je pense, après l'élection de M. Tebboune le 12 décembre, un taux de participation gonflé, après la gifle qu'a reçu le commandement militaire et les affidés de M. Tebboune et leur clientèle le 1er novembre, ces élections doivent être disqualifiées politiquement. Donc, si on les disqualifie, c'est déjà ça. Oui, j'entends bien, mais encore. Oui, attendez, il n'y a pas que ça, je veux dire. Il y a aussi comme je l'ai souvent dit, j'ai dit qu'il faut que le Hirak devienne adulte, de deux, que l'alternative soit construite, rien n'empêche les gens de se voir. Moi, je peux vous le dire une chose, et c'est pas pour rendre les choses un peu tristes, il n'y a pas beaucoup d'initiatives entre les personnalités politiques et les partis qui sont dans l'opposition actuellement en Algérie. Vous savez, on a souvent opposé sur ces plateaux le peuple, les partis, etc. On a besoin, dans une séquence donnée, de leaders connus, opposants, sérieux. Après, la décantation va se faire, la mise en perspective de leur rapport à la société. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il y a des personnalités. Il y a des personnalités de premier plan et des personnalités de deuxième plan, mais chacun reste à sa juste place. Parce qu'il devrait se mettre dans la tête, se mettre à l'échelle du destin du pays. Et ça, on ne veut pas le comprendre. C'est à l'échelle du destin du pays. On ne peut pas ex nihilo sortir du Hirak. Toute la brillance intellectuelle, la phosphorescence et le background et la vision stratégique, historique du pays, s'improviser président de la République. C'est un travail, Non, à un moment donné, il faut être sérieux. Et puis là, ce qui est posé, c'est un problème très simple. C'est un problème déjà d'organisation, à minima. C'est-à-dire que moi, j'ai une sainte horreur de structurer le Hirak. Je n'aime pas trop cette... c'est pas... je préfère plutôt organisation. Qu'est-ce qui s'est passé durant la révolution algérienne? Avant 1956, il n'y avait pas de commissaire politique. La capacité qu'avait un commissaire politique du FLN, qui était trié, qui avait un peu de bagage, c'était de pouvoir justement communiquer avec les citoyens, les gens, les citoyens. Leur expliquer. Exactement. Aujourd'hui, nous, on a cette possibilité, pas forcément une organisation à minima, mais à une échelle beaucoup plus réduite, à l'échelle du quartier, à l'échelle du canton, à l'échelle du village. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est que comme ça. Attendez, parce que ce que vous dites est très intéressant. C'est-à-dire que vous êtes en train de suggérer un embryon d'organisation qui commencerait depuis la base de la base. C'est-à-dire soit la Dachra, soit le quartier. C'est inévitable. Merci pour la Dachra, M. Miguelina. Voilà. C'est inévitable. C'est inévitable dans le sens où c'est le seul... je ne vais pas dire d'impliquer le plus de monde, non.
Mais je pense qu'aussi, c'est de faire... Commencer par la base. Oui, Évidemment. mais c'est-à-dire que la plupart des gens, quand même, sont impliqués déjà. Donc, ils veulent un cadre où les choses sont quand même... Il y a un réceptacle, d'un point de vue organisationnel. Où les gens se diffusion. connaissent. Où Voilà. Parce que la simple consigne de dire on ne vote pas ou zéro élection, c'est-à-dire quand il y a un réceptacle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances que ça aboutisse et que ça se diffuse en profondeur dans la société quand il y a des cellules d'organisation. Donc bien sûr, il y aura toujours des... Ça c'est inévitable, voilà. chaque groupe social. Mais c'est un passage qui est obligé. Ce qu'il a souligné, Idir, qui était très important, c'est-à-dire la mise en perspective de ce mouvement. Et malheureusement, on a beau dire que les révolutions sont différentes. Chaque révolution arrive avec ses propres paradigmes, elle sécrète ses propres légitimités, ce qui est une constante. Mais ce destin national à même de fédérer autour d'une personne et tout, cela sous-entend tout un travail en amont qui doit être fait. Parce que, Par qui? Par les acteurs. Par les acteurs. Aujourd'hui, quand on voit le peu d'organisations politiques qui malheureusement n'ont pas profité à la faveur de cette révolution, de s'inscrire dans une perspective de refondation, de rénovation, de pouvoir permettre à la remontée, exactement, et surtout à une remontée de sève. Moi, je suis désolé de le dire. Écoutez, il y a des partis politiques qui sont gérés par le même personnel depuis une trentaine d'années. Je ne présuppose pas de leur capacité et de leurs compétences ou pas, mais il y a un problème qui est posé. Au point où on se demande s'ils disposent d'une base militante. La base militante. Vous avez vu la visite de ces gens à la convocation de M. Tebboune. C'est comme ça que les Algériens l'appellent, la convocation de M. Tebboune. Seuls les militants du FFS ont réagi. Je crois que c'est vous qui l'avez dit sur le plateau la semaine dernière. Oui, c'est vrai. C'est les seuls militants qui ont réagi, les militants de base, alors que les autres partis, comme celui de Soufiane Gilali ou du MSP ou les autres, pas une seule voix. Parce qu'il y a comme discordante. Il y a une dimension doctrinale qui est quand même assez différente. C'est deux histoires différentes. Voilà, c'est deux ce qui fait plus de mal pour le FFS historique. Sûr. Voilà, donc c'est-à-dire que la réaction des militants de base est à la hauteur de ce qui peut être qualifié comme eux, avec leurs valeurs, avec toute cette charge de forfaiture. Donc il faut appeler un chat. Puis derrière, quand vous voyez le service après-vente qui en est fait, qui laisse à désirer. En termes de communication, ça a été une voilà, catastrophe. Donc et puis bon, la parenthèse, je la referme. Donc le porte-parole que vous avez reçu ici, du premier secrétaire du FFS. Ce n'est pas le porte-parole. Hein. Enfin, le conseiller. Parce qu'il a été porte-parole à un moment donné, en 2012, je crois. Et ce qui est dramatique, c'est que lui, je pense qu'il s'est engagé sur des choses, mais qui reflètent aussi un état d'esprit. Il reflète un état d'esprit. Quand vous dites que ce qui a été proposé par le président, je schématise un peu, hein, ce qui a été proposé par la présidence est une formidable opportunité pour les jeunes cadres ici du Hirak. C'est-à-dire qu'on leur laisse comme seul horizon, c'est celui de se faire acheter. De se faire acheter par un président imposé par l'armée. Très vite, parce que... Juste pour rebondir sur ce que dit... On a comment dire ça, on a les alliés que l'on s'est choisis. Oui, voilà, tout à fait. Brahim Younsi. Exactement. Oui. Alors, je vous laisse réagir, à moins que vous ne vouliez que je vous pose une question en particulier. J'en ai une pour vous. Alors, ce Hirak, il est ce qu'il est, il est formidable, il est fabuleux, il est l'expression libérée d'une parole trop longtemps contenue, trop longtemps étouffée. Mais pour le moment, ce sont des millions de gens qui s'expriment en même temps, mais qui ne parlent pas d'une seule voix et qui, pour le moment, portent des revendications très fortes
comme مدنية ماشي عسكرية تبون مزور جابوه العسكر طرح له كاع etc. mais qui ne sont pas un programme en soi ni une feuille de route ni une, comme le dit Boukhalifa, une quelconque organisation. On ne peut pas aller comme ça indéfiniment et le régime semble s'en être accommodé puisqu'il laisse faire sans réagir ou alors en réagissant de la façon la plus subversive qui soit. Et qui n'est pas sans porter des fruits, il faut le dire. C'est des questions techniques, et Oui. seulement techniques, me semble-t-il. Je crois que la révolution a réalisé les objectifs immédiats. Et parmi ces objectifs immédiats, celui qui est le plus important à mes yeux, c'est celui de la conscience d'être comme une nation. Et ça, c'est un objectif dont nous rêvions. Et cet objectif, me semble-t-il, est réalisé, et le pouvoir, après 2 ans de révolution, n'a pas réussi, qu'on le veuille ou non, à casser cela. Parce qu'il y a cette conscience forte d'appartenir à la même nation et que le peuple se lève pour réaliser des objectifs. D'autres objectifs qui sont un peu plus lointains, dont l'organisation, me semble-t-il, n'est que la plus petite facette ou la plus petite chose que l'on puisse faire. Parce qu'il n'est pas difficile, me semble-t-il, malgré le nombre des gens, malgré bien entendu, évidemment, quelle est la révolution qui n'a pas été ou qui n'est pas traversée par des contradictions, à la fois des contradictions idéales, voire idéologiques, par des contradictions politiques, par des contradictions humaines. Tout cela, nous l'avons vu dans l'histoire et à l'échelle de l'histoire, aussi bien en Algérie qu'ailleurs dans le monde. Je crois que cette révolution est en train de suivre pas à pas les objectifs lointains qu'elle s'est assignés. Il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, nous désespérions presque. Alors qu'aujourd'hui, depuis ce 22 février, nous avons vu que la nation algérienne, que les Algériens veulent encore et en veulent encore pour construire ensemble un État, celui dont nous parlions tout à l'heure étant mort. Et un État démocratique dans lequel chacun d'entre nous, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de Bad Godesberg, chacun d'entre nous se reconnaît ou se reconnaîtra. Je crois que c'est extrêmement important de partir de ce constat, à savoir que des objectifs importants et plus importants, ceux qui relèvent de la conscience, sont réalisés. Et j'espère qu'ils sont réalisés. Et tous les petits remèdes, j'allais dire, tous les petits remèdes qui essaient de trouver le pouvoir n'ont pas fonctionné. Il faut le dire. Les partis qui sont allés à Canossa, on est en train de les évacuer du champ politique. Il faut de cela. Alors, d'autres forces politiques, d'autres forces sont en train, me semble-t-il, de se construire, de se développer et de se montrer, peut-être dans les prochaines semaines, dans une organisation, si elle n'est pas unique, que les familles politiques et idéologiques s'organisent pour fédérer les différentes organisations qui pourraient exister, qui pourraient surgir de cette révolution. Et restez avec nous, Brahim Younsi, nous allons faire un dernier tour de micro, ce sera 1 minute chacun. Mais avant, Chahban a souhaité répondre à la personne qui nous a dit que nous ressemblons au régime, au système, puisque nous n'avons pas donné d'informations. Vraiment déçu que vous utilisez les mêmes pratiques du pouvoir pour votre revue de presse. Vous déclarez que la presse algérienne francophone n'a pas parlé du Hirak, alors que Liberté et El Watan l'ont fait à leur une.
Il y a quelques secondes, d'abord, on remercie cet internaute parce que ça veut dire qu'il est fidèle à l'émission et il nous suit. Je rappelle que ce sont les téléspectateurs, les Algériens et Algériennes qui nous envoient les images. Et par la suite, il y a quelques secondes, donc c'est Nordine à toutes, hein, c'est public, il dit « Vous avez mis à la une de votre émission du 24 février aujourd'hui la une d'El Watan, de Liberté. Sauf que cette une-là, monsieur, donc Liberté deuxième vague, nous l'avons diffusée hier. Je vous invite à revoir l'émission. Hier, oui, elle a été diffusée. C'était la une d'hier, deuxième vague, on l'a dit clairement. Et on a diffusé aussi El Watan qui publiait l'Algérie gronde. La une que nous avons diffusée tout à l'heure, c'est la une d'aujourd'hui qui ne traite pas beaucoup ou pas du tout des étudiants. Et c'est très bien, je vous remercie. Alors, dernier tour de micro. Idir Noren. Quand Brahim dit j'ai différence avec lui, et quand il dit il n'avait pas le choix, la nation, elle se construit. Brahim, c'est l'essentiel du pays. C'est la nation. C'est comment se reconnaître. Combien de fois sur le plateau, j'ai appelé à des reconnaissances mutuelles de tous ceux qui font et composent le peuple algérien, dans un esprit apaisé. Il faut convoquer l'histoire, il faut convoquer l'anthropologie, il faut convoquer toutes les grandes dates qui nous ont amenés à être algériens tous ensemble. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, le socle de valeurs sur lesquels nous devons nous articuler, c'est l'état de droit. C'est le primat du droit. Parce que c'est le droit qui assure à tous et à toutes le vivre ensemble. Boukhalifa. Moi, je voulais juste souligner, quand j'ai abordé la sécularisation, moi, je parlais d'un processus anthropologique, je ne parlais pas d'une volonté politique et je ne mélange pas laïcité qui est un ensemble de lois en vue d'encadrer, mais le processus que nous vivons en Algérie, il est là, il est présent. En l'espace d'une génération, nous sommes passés d'une famille où il y avait 6, 7, 8 membres dans une fratrie. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont un niveau d'instruction beaucoup plus élevé, avec une moyenne d'enfants de 2 et 3, donc qui sortent pour avoir leur place. Et quand une femme travaille à des enfants, ça présuppose des problèmes auxquels la société doit répondre. Donc je ne parle pas de ce rigorisme qui est anthropologique, de ce conservatisme qui est anthropologique chez nous, qui existe, qui se confond avec le patriarcat, qui de toute façon va générer des tensions dans la société, mais tout cela participe à l'élaboration de revendications qui seront fatalement politiques, donc qui se poseront en termes de projets de société ou autres, mais ça va constituer, si on n'anticipe pas, donc risque d'être des lignes de fracture plutôt que des lignes sur lesquelles on pourra construire un pays, a fortiori une nation. C'est juste pour que Brahim puisse répondre. Ce n'est pas un préalable à la transition. C'est dans le cadre de la transition qu'on discutera de toutes ces questions qui sont éminemment politiques. Et Brahim Younsi, le mot de la fin, en 1 minute, s'il vous plaît. Que dire? C'est que cette révolution a repris son départ là où elle l'a laissé il y a quelques mois. Et je pense qu'elle a repris le même chemin, la même destination. La question du droit, et on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il revient à la question du droit et de l'état de droit. Et nous concluons par le commencement de la question de la légalité et de la légitimité. Parce que la question du droit et de l'état de droit pose la question à la fois de la légalité, mais aussi de la légitimité. L'état de droit tel que veut nous le présenter le pouvoir en place, parce que le pouvoir en place se présente comme un état de droit, parce qu'il respecterait sa propre loi. Donc c'est un état de droit. La Constitution élabore le droit. Donc il est dans le droit, il est dans les normes constitutionnelles. Or que cet État n'est pas un État de droit. Merci. Donc, finissez votre phrase, Brahim Younsi. Sans légitimité, il ne peut y avoir d'État de droit.
Merci Ibrahim Younsi, merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Dirou Nourn, merci Shaban Qassi, بقوا على خير بسلامة. Merci.